Ouh là là, faut que je me recoiffe. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Mercier, je suis fondateur des éditions Pamplemousse. Et aujourd'hui, on s'attaque à un super sujet, celui des métiers du droit. J'aurai autour de moi Valentina Berman, Jacob Bérévy et Franck Touret, je vous les présente juste après. On aura 40 minutes pour vous présenter tout ce qu'on peut sur une dizaine de métiers du droit et on espère répondre à vos questions. En bas à droite, vous avez le chat. Dès que maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Alors, ça passe par un pouce, ça passe par un oui, ça passe par ce que vous voulez. Allez-y, allez-y. Il faut que tout le monde commente. Sinon, on ne peut pas commencer malheureusement. Et aussi, dès que c'est fait, allez-y. Bonjour Zeynep, bonjour Luana, bonjour Denise, bonjour Laurie. Il y a du beau monde. Ok, eh ben super. On est ravis d'être là. J'ai pris 3 personnes qui, pour nous, étaient très importantes parce qu'elles connaissent parfaitement les voies dans ce monde du droit, les parcours, les concours et les métiers. Et c'est parti. Alors, première question, les amis. C'est, à votre avis, à quoi correspond 40%? C'est un petit quiz. Je vous laisse répondre aussi dans le chat. Est-ce que ça correspond à l'augmentation du nombre de métiers juridiques depuis 2024? Est-ce que ça correspond à vos chances d'employabilité après un bac+5? Ou est-ce que c'est la réponse C? Allez-y, répondez. Je vois qu'il y a pas mal de A, pas mal de B, et il n'y a pas beaucoup de C, hein. Alors, eh bien, en fait, c'est la réponse D. 40%, c'est l'impact mesuré de la motivation sur les résultats universitaires des étudiants. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire quand vous savez ce que vous voulez faire comme métier, ça augmente de 40% votre motivation, donc ça augmente votre capacité à réussir. Et c'est exactement pourquoi on est là aujourd'hui, les amis. C'est pour ceux qui sont un peu perdus, qui se posent des questions, c'est normal, quand on est en L1, L2, L3 et parfois jusqu'en master. Moi-même, je ne savais pas quoi faire avant bac+7. Voilà. Et c'est après mon master en école de commerce, après mon master 2 en droit, puis en école de commerce, que j'ai fait la bonne rencontre et que j'ai su que je voulais faire entrepreneur. Et c'est ensuite que j'ai monté Pamplemousse Magazine. Petit exercice avant de donner la parole à l'autre équipe. Prenez un stylo et un papier. Ça, c'est important pour cette année. Et complétez cette phrase. Je travaille dur et je veux réussir mes études de droit pour. L'objectif, c'est de compléter avec votre motivation personnelle et de l'afficher en haut de votre bureau, au-dessus de votre bureau. On vous enverra la présentation si vous voulez, si vous pouvez faire un petit screen si vous êtes sur ordinateur. Mais l'idée, c'est que si vous avez ça sur votre bureau, vous l'aurez en target et ça vous motivera chaque jour. Quand vous lèverez à 5 heures du matin, quand vous coucherez à minuit, ça vous fera du bien. Autre phrase très importante, je crois sincèrement en mes capacités à réussir mes études. J'ai une profonde volonté de mettre tout en œuvre pour progresser et devenir. Et là, greffier, avocat, mettez ce que vous voulez, en espérant qu'à la fin du webinaire, vous sachiez compléter cette phrase. Encore une fois, on vous enverra cette présentation, mais c'est très important de faire ce petit exercice parce que quand on a des moments de doute qui va vous arriver, ce qui vous est déjà arrivé sans doute si vous êtes étudiant en licence, ça fait du bien de se rappeler pourquoi on est là. Voilà. Voici nos invités. Alors, je suis allé sélectionner 2 profs de droit qui sont des profs réputés. On a d'abord Jacob Bérévy, qui est prof et qui va se présenter, voilà, qui lève la main. On a Franck Touret. Et puis, je voulais aussi qu'on ait une spécialiste qui ait vraiment une vue sur un maximum de métiers et qui est spécialiste des formations et des concours juridiques, qui est Valentina Berman, et qui vont prendre juste après la parole. Donc, bienvenue Jacob, bienvenue Franck. Est-ce que ça va bien? Merci Augustin, ça va très bien de notre côté. On a hâte de commencer et d'échanger à propos justement de l'orientation des étudiants. Trop cool. Pareil, tout va bien. Salut Valentine, ça va? Ça va super bien. Bon, trop cool. Pour ceux qui sont présents, pareil, commentez en bas à droite, dites que vous avez des questions.
essayer d'y répondre tant qu'on peut. Sinon, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y à fond. Eh bien, c'est parti. Eh ben, je vais commencer. Donc, quelques chiffres tout d'abord. Donc, les études de droit, on dit souvent que ça mène à tout, hein. Donc, ce qui explique très certainement le nombre d'élèves inscrits en fac de droit. Donc, il y a à peu près 300 000 étudiants qui s'inscrivent à l'université. Ensuite, en licence, en troisième année, il y en a 150 000. Et en master, pour les 2 dernières années, le master 1 et le master 2, il y a 80 000 étudiants. Parmi ces 80 000 étudiants, hein, évidemment, je pense que c'est très difficile pour eux de savoir exactement ce qu'ils veulent faire comme métier, tellement il y a de possibilités après un Master 1 ou un Master 2 en droit. Et donc, on va essayer d'envisager un petit peu un panel de formation ce soir pour ce qui est possible après un Master 1, un Master 1, un Master 2, voire même une licence de droit, je pense à officier de police notamment. Alors, je vais commencer par vous présenter le métier le plus évident, je crois, lorsque l'on fait des études de droit. Alors, je dis ça, mais en même temps, je suis dans la même situation qu'Augustin. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Je vais même être parfaitement honnête, hein, je suis rentré en droit par dépit après avoir raté médecine. J'ai fait des études de droit parce que quand on rate médecine, on fait souvent du droit. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait personne pour me dire les différents métiers. On me disait le droit mène à tout. Alors comme tout le monde, hein, je me suis un peu dirigé vers l'avocature. Alors, pour être totalement sincère, sans grande conviction. Alors aujourd'hui, je dirige une formation qui prépare au CRFPA. C'est un peu paradoxal, mais surtout, j'ai mis très longtemps à comprendre que le métier rêvé pour moi, c'était prof de droit. Avant ça, j'ai quand même passé du temps en cabinet. Alors, pourquoi je me suis dirigé vers l'avocature? Je vous l'ai dit, hein, parce que j'ai un peu fait comme tout le monde. Franck a dit, il y a 80 000 élèves sur les 2 années de master. Je vous rappelle qu'on peut passer le CRFPA quand on a un master 1. Mais par contre, pour passer le CAPA, qui est l'examen de sortie, il faut avoir un master 2. Alors, on peut parfaitement passer le CRFPA pendant qu'on est en master 1, pendant qu'on est en master 2 ou après. D'ailleurs, les statistiques montrent que c'est à peu près équilibré entre ces catégories. En tout, il y a 14 000 candidats qui passent le CRFPA chaque année. C'est à la fois beaucoup. 14 000, c'est costaud quand même, hein. Bon, il y en a véritablement 10, 11 000 qui se présentent à toutes les épreuves et qui se présentent sérieusement. Et en même temps, 14 000, c'est pas tant que ça, hein, quand on dit qu'il y a 80 000 élèves entre le Master 1 et le Master 2. Pourquoi on se dirige aussi vers l'avocature? Parce qu'il y a un gros taux de réussite, on va pas se mentir, hein. 14 000 candidats, donc je vous dis, mais il y en a 10, 11 000 qui sont sérieux, il y en a 4 000 qui vont réussir le CRFPA. 4 000 qui vont réussir le CRFPA, alors c'est les 4 000 qui seront les plus au taquet. Alors, évidemment en termes de connaissances, mais aussi en termes de méthode. Parce qu'il faut savoir que le CRFPA, quand on veut devenir avocat, c'est bien cool. C'est pas les mêmes exercices qu'à la fac. C'est des vraies consultations juridiques, pas des petits trucs de cas pratiques de fac. C'est bien hard, mais avec une bonne méthode, c'est cool. Et puis à la fin, on rentre dans une grande famille, celle des 80 000 avocats en France. Elle est grande, hein. Pardon? Elle est grande. Une grande famille. Ouais, c'est une grande famille. Ça justifie très bien parce que, bon, déjà, c'est un métier qui est plus que sympa, hein, on ne va pas se mentir. C'est un métier qui apporte un certain statut social. C'est cool de dire qu'on est avocat. Il y a une certaine rémunération qui va avec. Alors, tous les avocats ne sont pas riches à milliards, mais on vit bien comme avocat. Voilà, c'est cool, avocat. C'est le moment de poser vos questions sur le métier d'avocat, les amis. Pardon, Angine. C'est le moment de poser vos questions sur le métier d'avocat. On va balayer une dizaine de métiers, donc on va essayer d'y aller franco et le plus rapide possible. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ouais, Valentine. J'attends un petit peu les questions. Ou je continue? Non, vas-y. On va voir s'il y a des questions. Mais vas-y, sinon.
C'est vrai que le métier d'avocat, c'est un des rares dont j'avais entendu parler en fac de droit, puisque j'étais à Assas donc, de la L1 jusqu'au M2. C'est vrai que c'est un des rares métiers dont on parlait régulièrement, probablement avec prof de droit, hein, vu qu'on les avait devant nous, donc on savait que c'était un futur possible. C'est vrai qu'on voyait moins les autres métiers, et notamment les concours de la fonction publique. On en parlait assez peu. Est-ce que je pourrais bouger le PowerPoint, enfin, faire la page d'après? Je ne sais pas si je peux le faire moi. Ah, super, merci. Et notamment, moi, ma grande spécialité à la prépa, c'est surtout les concours liés à la sécurité, avec notamment les beaux métiers que sont les métiers de la police. Alors, métiers de la police qui sont des métiers évidemment durs, hein, aussi bien en termes de pression au travail, etc., mais qui sont des vrais métiers à vocation. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau avec les métiers de la fonction publique. C'est la vocation et l'idée d'aider quand même la population. Et beaucoup rentrent, enfin tous rentrent dans la police pour aider son prochain. C'est quand même vraiment l'objectif premier. Ce qui est intéressant avec les métiers de la police, c'est qu'il y a 3 voies pour y accéder. Une voie niveau bac, pour devenir gardien de la paix. On va vraiment être sur les techniciens de la police, avec des personnes qui vont être soit sur le terrain, soit en enquête, et qui vont vraiment faire du travail, pour le coup, vraiment du travail de policier, entre guillemets. On a ensuite l'officier, qui est au niveau bac plus 3, donc qui, lui, tout de suite, va manager une équipe d'une quinzaine, vingtaine de personnes, généralement dès le premier poste. Et enfin, le plus haut corps que l'on peut rejoindre dans la police, c'est commissaire de police, qui est accessible à partir d'un M2. C'est un des rares concours de la fonction publique accessible avec un M2 et pas seulement un M1, où là, vous allez chapeauter un commissariat. 3 métiers différents, mais dans cette même famille. Tout à l'heure, Jacob parlait de la famille des avocats. C'est exactement la même chose en police. Il y a une grande famille des policiers, avec des métiers extrêmement riches, avec des spécialisations différentes, et des gens qui sont généralement extrêmement heureux de faire ce métier. Pour info, je vois qu'il y a déjà plein de questions. On va y répondre à la fin, les amis. Donc, posez toutes vos questions. On va les trier, on va les sélectionner. On y répondra à la fin. Et, merci Jacob et Valentine pour ces premières pistes d'orientation. Est-ce que Franck ou Jacob voulaient rebondir sur la police? Est-ce que vous avez des questions, vous, sur la police? C'est maintenant. Bon, je pense que Valentine a largement insisté sur l'idée de vocation de la police, et c'est bien ce qui représente, je pense, ces différents concours. Moi, c'est vrai que les commissaires que j'ai pu rencontrer et les policiers que j'ai pu rencontrer, on sent vraiment que ça doit être une vocation. On rentre pas dans la police par hasard. C'est extrêmement important. Ce n'est pas des métiers forcément faciles. Je ne sais pas, Valentine, tu connais toi par cœur le métier, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir. C'est des métiers, c'est effectivement, bien sûr que c'est pas facile. On voit comment la police peut être appréciée ou pas selon les cercles sociaux. C'est sûr que c'est moins peut-être valorisant, et encore moins valorisant, par exemple, avocat qui fait plus, où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très beau métier. C'est vrai qu'en police, c'est pas forcément le cas, mais c'est un métier où tous les jours, les gens, enfin, les policiers que je connais se réveillent et sont contents de faire ce métier parce qu'ils savent qu'ils vont rendre mieux la France, et c'est vraiment l'objectif, quoi. Ouais, Ok. je prends l'exemple d'un de mes très bons Pour amis. info aussi, Jacob, Ouais, t'es sur désolé. mute. Je disais, ça me fait penser à un de mes très bons amis qui est officier de police. Jacob, il est parti en freestyle mute. Faut que tu réactives ton micro, Mute. je crois. Non? On l'entend? Vous m'entendez ou pas? Ouais, Ouais. c'est bon. Ok, pas moi, très bien. J'ai un très bon ami qui est officier de police, qui a passé les 8 premières années de sa carrière à Sarcelles. Autant vous dire que commissariat réputé un peu hard, etc. Brigade de répression urbaine, la BRU, et il en parle. Il parle de son métier encore aujourd'hui, 20-25 ans plus tard, et de ces 8 années-là, avec une forme d'emphase et avec l'idée qu'il est heureux tous les jours de servir à quelque chose. Et pour ça, policier, il y a un petit côté incomparable avec le reste. Et puis, c'est un concours sympa à préparer parce que c'est un des rares concours où on allie intellect, professionnalisation
et sport, c'est-à-dire qu'on va avoir des écrits assez variés avec de la technicité en droit, de la culture générale, donc comme beaucoup de concours de la fonction publique, un oral extrêmement professionnalisant, on vous plonge dans la peau d'un policier, et puis une épreuve de sport, c'est le seul concours maintenant à la fonction publique avec officier de gendarmerie, où il y a une épreuve de sport qui donc oblige le candidat à se préparer sportivement tout au long de l'année. Et ça, c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup là-dessus et sur l'importance du sport lors d'une année de concours. Franck, Jacob, Valentine, quand vous n'avez pas la parole, vous pouvez aussi répondre à quelques questions si vous pouvez dans le chat en bas à droite. Et dans tous les cas, on avance. On vous avait dit qu'on vous offrirait des cadeaux. En fait, déjà, merci encore une nouvelle fois à Jacob, Franck et Valentine qui viennent de la prépa ISP, qui est une prépa qui existe depuis 40 ans et qui aide les étudiants à réussir leurs rêves en passant des concours juridiques. Il y en a plusieurs. Et je les connais, sont très généreux. Et donc, tout au fil de cette heure, on va vous montrer ce qu'on vous offre. Et à la toute fin, vous aurez un tableau récapitulatif avec plein d'infos qu'on n'aura pas eu le temps de donner aujourd'hui. Tout à l'heure, là, je voyais des limites d'âge. Voilà, ça, on peut se le noter aussi. Peut-être qu'on ajoutera ça à notre tableau. Donc voilà, continuez à nous poser vos questions. Et ça, c'est le premier cadeau qu'on vous offrira. C'est la petite thermos prépa ISP pour aller dans vos amphis vous la raconter. Et pour les sportifs qui vont à la salle et qui ont besoin de boire, parce qu'il faut s'hydrater quand on fait du sport. Exactement. Nouveau métier, c'est le métier d'inspecteur. Alors, en fait, ça me fait rire qu'on parle des inspecteurs maintenant. Alors, on ne va pas parler de tous les inspecteurs. J'ai vu dans le chat que quelqu'un posait une question sur inspecteur du travail. Alors, je suis désolé, ça ne fait pas partie des inspecteurs que j'ai sélectionnés, mais ce n'est pas très loin de ce que l'on va dire. Pourquoi ça me fait rire qu'on parle des inspecteurs juste après de parler de la police? Parce que moi, auparavant, quand j'étais jeune, on ne disait pas officier de police, on disait inspecteur de police. Aujourd'hui, quand on vise les inspecteurs, on vise d'autres métiers de la fonction publique. Alors, on l'a dit, inspecteur du travail, qui est rattaché au ministère du Travail, mais moi, c'est de 3 autres inspecteurs que je voulais vous parler. Des métiers qui ne sont pas si connus que ça, mais qui sont très importants, à la fois dans leur fonction, mais aussi dans la pertinence de passer les concours pour y accéder. Alors, ces 3 concours d'inspecteurs du ministère de l'économie et des finances. Alors, je sais que pour nous, quand on est juriste, quand on est de la fac de droit, parler économie et finances, ça nous semble complètement bizarre. Mais justement, moi, ça ne me serait pas venu à l'esprit de m'y intéresser lorsque j'étais étudiant à la fac, et c'est bien un tort. Pourquoi? Je vais vous parler d'inspecteur des douanes, inspecteur des finances publiques et inspecteur de la DGCCRF. La première chose que je veux vous dire, c'est peut-être bête, mais c'est des métiers très accessibles. Voilà. C'est des métiers très accessibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concours d'inspecteur des douanes, si on s'y prépare bien, on l'a. Le concours d'inspecteur des finances publiques, c'est simple, c'est le concours qui recrute le plus au sein de la fonction publique aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est 800 admis chaque année en ce moment. C'est considérable, considérable. Inspecteur de la DGCCRF, c'est vrai que c'est moins, mais alors c'est le plus, c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité, donc je voulais en parler aussi. Inspecteur des douanes. Alors, inspecteur des douanes, on a tendance à se dire, je sais à peu près ce que font les douaniers, etc. Sauf qu'on a l'image du type à la barrière, etc. C'est carrément pas sexy avec son képi, un peu l'image d'Épinal. Aujourd'hui, l'inspecteur des douanes, c'est pas du tout ça. L'inspecteur des douanes, c'est un type qui peut être en opération tout le temps, en enquête tout le temps. À l'instar d'un officier de police, c'est un type qui peut aussi avoir un travail très juridique. Il peut être inspecteur poursuivant, c'est-à-dire qu'il va représenter les douanes devant les tribunaux administratifs et aussi devant les tribunaux judiciaires. Donc, c'est un métier qui peut ressembler à celui de policier, c'est un métier qui peut ressembler à celui d'avocat. Il peut aussi jouer un rôle d'expert, d'auditeur. On a plein de métiers au sein des douanes. Et je dirais que ça regroupe un peu d'autres métiers du droit. Et puis, une carrière dans les douanes, c'est une carrière d'élite. Je ne vais pas faire référence qu'à
qu'à mes amis dans cette soirée, même si je fais souvent ça. Mais j'ai comme une sœur pour moi qui est inspectrice des douanes. Et figurez-vous quelle est sa spécialité? Eh bien, elle enquête elle enquête et elle établit la réglementation sur le trafic des animaux, les trafics transfrontaliers des animaux. Ah, c'est juste génial, quoi. Voilà. Et c'est là, pour rien au monde, elle changerait. Alors, je présente ça comme un métier génial et passionnant. On pourrait se dire presque le contraire d'instinct d'inspecteur des finances publiques. Inspecteur des finances publiques, ça fait pas rêver. C'est inspecteur des impôts. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Et là, on se dit, mais je ne fais pas du droit pour faire inspecteur des impôts. Même quand on fait de la fisca à la fac de droit, c'est pour devenir avocat fiscaliste. C'est pour faire des honos. Hein. Et pourtant, deux choses pour inspecteur des finances publiques. Déjà, ça regroupe plein de métiers. C'est pas seulement le type qui va agir en recouvrement de la créance fiscale. Inspecteur des finances publiques, c'est un métier important. Vous savez, le civisme fiscal, c'est quelque chose d'important, surtout à notre époque. L'inspecteur des finances publiques, c'est quelqu'un qui va aussi participer à établir la réglementation de la loi fiscale. Et vous savez qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. L'inspecteur des finances publiques, c'est celui aussi qui va réaliser de véritables enquêtes sur le fonctionnement des entreprises, qui va révéler des malversations de certaines entreprises ou de certains particuliers. C'est celui qui lutte contre l'évasion fiscale. Et là encore, il y a ce métier qui mélange le droit, l'enquête. Il y a, comme pour inspecteur des douanes, une idée de police, mais sur un autre plan. Alors, ce qui est cool en plus, il faut aimer, hein, mais c'est que c'est un métier de technicien. C'est-à-dire qu'il faut en avoir carrément dans la caboche. Hein. Je ne dis pas qu'inspecteur des douanes, ce n'est pas le cas, ou policier, ce n'est pas le cas. Mais un inspecteur des finances publiques, c'est un type ou une femme qui solide, quoi. Je ne connais pas qui s'ennuie. Et puis, petit avantage, alors ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais un inspecteur des finances publiques, ça ne fait pas toute sa carrière forcément en inspecteur des finances publiques. À la prépa ISP, j'ai quelques inspecteurs des finances publiques qui viennent me voir, qui me disent « je deviendrai bien avocat derrière ». Certains vont vers juriste d'entreprise aussi. Mais pourquoi ? Vous imaginez, il y a un type qui a passé 5-10 ans de sa vie à poursuivre ceux qui fraudaient le fisc. Derrière, il passe du côté des avocats qui défendent ceux qui sont poursuivis par le fisc, et c'est un cador en fait. C'est un missile. En cabinet d'avocat, un ancien inspecteur des finances publiques, c'est un monstre, c'est un tueur à gages. Donc voilà, il y a des opportunités comme ça qu'on peut se créer sur une carrière assez longue. Enfin, je voulais vous parler d'inspecteur de la DGCCRF. Alors oui, c'est moins connu. La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Bon, c'est un peu comme l'inspecteur des douanes et l'inspecteur des finances publiques. Les douanes, c'est pour le commerce international et transfrontalier. Les finances publiques, c'est pour les impôts. La DGCCRF, c'est la concurrence et la consommation. C'est un peu moins connu, mais c'est hyper important. C'est à la fois ceux qui vont être les garants des règles sanitaires, par exemple dans les restaurants, y compris les grands restaurants, pour faire référence à 2-3 affaires dont on a entendu parler ces derniers temps. Mais enfin, c'est aussi ceux qui vont vérifier la sécurité des produits pour les enfants. On connaît tous Temu et Chine. On voit bien les problèmes de la fast fashion. Valentine est une experte, non pas de la fast fashion, mais de la lutte contre la fast fashion. Et c'est la DGCCRF qui joue un rôle considérable. Et puis, ils ont aussi un rôle d'accompagnement des commerçants. Ils sont les garants de la loyauté commerciale entre les entreprises. C'est les premiers acteurs de la lutte contre la concurrence déloyale. Voilà. Il y a un truc, donc, à retenir, c'est que c'est 3 métiers accessibles. Ça, je vous l'ai dit. Mais honnêtement, j'aurais adoré, mais vraiment adoré qu'on me présente ces métiers. Et quand je ne savais pas quoi faire, j'aurais peut-être choisi, alors moi, j'aurais sans doute choisi inspecteur de la DGCCRF. Merci Jacob, c'est vrai que
Moi, comme toi, enfin pas comme toi, mais quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas quoi faire. J'avais 17 ans, j'étais immature et mes parents m'ont dit bah, soit tu fais médecine, soit tu fais droit. Et après, quand je me suis renseigné sur le métier du droit, bah, c'était avocat, juriste, notaire et juge, police éventuellement. Mais il y a plein de métiers. On dit que le droit mène à tout. Mais en fait, il mène à beaucoup de choses et pas que au métier juridique d'ailleurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour tous ceux qui commencent des études de droit en ce moment, soyez rassurés sur le fait que ce n'est jamais du temps perdu que d'étudier le droit. Ça vous donne une façon de raisonner de façon logique qui vous servira toute votre vie et une rigueur intellectuelle qui vous servira toute votre carrière. Donc, même si vous galérez en ce moment en L1, L2, L3 au master, sachez que vous faites partie de ceux qui réfléchissent et qui, en plus, on en parlait tout à l'heure, des concours qui peuvent vous accueillir pour rejoindre plein de métiers. Voilà. Moi, j'ai une petite question, je ne sais pas qui pourra y répondre, mais j'aime bien quand on parle d'argent et j'aime bien quand on parle de QVT, la qualité de vie au travail. Sur les 3 métiers qu'on a vus, la douane, finance publique et DGCCRF, est-ce que on a une rémunération à peu près en début de carrière? Des niveaux de rémunération. Alors déjà, il faut savoir que la plupart des écoles de la fonction publique prévoient une rémunération. Donc, dès qu'on a le concours, on rentre à l'école alors qu'on est encore inspecteur stagiaire, on a une rémunération. Ça veut dire qu'on peut déjà véritablement se dire qu'on est rentré dans la vie professionnelle. Ça a été dur. Certains d'entre vous bossent pendant les études. Moi, j'ai bossé pendant mes études. Se dire que on n'est pas encore dans notre activité principale, mais à l'école et on touche déjà des rémunérations très honnêtes. Je suis en train de parler de plus que le SMIC alors qu'on est encore qu'élève. D'accord? Et puis, en début de carrière, alors ça dépend. Dans les douanes, dans la finance publique et dans la DGCCRF, il y a plusieurs directions. Ce n'est pas tout à fait homogène. Mais vous pouvez compter en début de carrière 2000, 2500 € sans les primes. Et les primes peuvent être très intéressantes. Et ça augmente assez rapidement. C'est-à-dire qu'on passe, grâce à l'ancienneté et grâce au grade, différentes étapes. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on change aussi d'activité, parce que quand vous êtes inspecteur des douanes, vous allez changer de service et changer d'activité peut-être tous les 3 à 5 ans. Eh bien, vous vous ouvrez à des nouvelles rémunérations, vous vous ouvrez à des nouvelles primes. Tout ça, il y a des grilles qui l'établissent, mais on va dire que, allez, on va moyennement rapidement, on va se retrouver à du 3500 €. Je parle à chaque fois à peu près en net, voilà. 3500 € avant impôt, par contre, évidemment. Ça fait réagir les gens, ça. Et après, ça dépend de votre trajectoire, de votre carrière. Vous pouvez même, quand vous êtes inspecteur des douanes, derrière, vous relancer dans une sorte d'examen interne pour devenir inspecteur principal. Vous grimpez les échelons et puis là, on arrive à des rémunérations. Waouh! Pour inspecteur des finances publiques, et je fais très vite, c'est pas du tout la même chose si vous êtes dans l'administration centrale, si vous êtes attaché à Bercy, d'accord, le ministère, ou si vous êtes détaché dans une collectivité territoriale, etc. Les niveaux de rémunération sont très variables. Il n'y a qu'une seule chose que je peux dire. Ok. On est confort, quoi. On est confort. Ok. Voilà. Encore une fois, pour tous ceux qui s'intéressent au salaire, ce qui est bien normal, et aussi à la QVT, donc la qualité de vie au travail, ce qui est un sujet important pour nous chez Pamplemousse, on vous remettra gratuitement par email un PDF comparatif qui a été gentiment préparé par la prépa ISP, qui en fait vous permettra de classer, de regarder, il y a même des podiums, des top 10, et qui vous permettront de comparer pour choisir la bonne voie. On avance, les amis, parce qu'il est déjà 19h29 et on arrive au métier d'auxiliaire de justice. On parlera des commissaires de justice et des greffiers des tribunaux de commerce. Alors, merci Augustin. Donc, comme disait Jacob, parmi les métiers qui ne font pas forcément rêver lorsque l'on est à la fac, il y a notamment le métier d'huissier de justice. C'est l'ancienne appellation. Désormais, ils se font appeler des commissaires de justice. Donc, bien évidemment, pas confondre avec des commissaires de police. Ce métier de commissaire de justice regroupe en réalité 2 métiers.
il y a d'un côté les anciens huissiers de justice et de l'autre côté les commissaires-priseurs de vente judiciaire. Alors, c'est à ne pas confondre non plus avec les commissaires-priseurs de vente volontaire, celles que l'on connaît, exemple Drouot, les commissaires de justice qui font des ventes judiciaires, c'est dans le cadre d'une procédure donc judiciaire. Alors, ce métier de commissaire de justice, a priori, ça fait pas tellement rêver, hein, évidemment, parce qu'on pense à tout ce qui est derrière, procédure civile d'exécution. Néanmoins, c'est quand même un métier qui est en train d'énormément se rajeunir actuellement. En effet, la profession est assez vieillissante et il recrute énormément chaque année de commissaires de justice. Donc, ça a commencé en 2022 et au fur et à mesure, ils ont pris de plus en plus de candidats, aussi bien sur les écrits que pour les oraux, ce qui fait que la profession est en train de se rajeunir énormément et devient vraiment une profession extrêmement dynamique aujourd'hui. D'autant plus que les commissaires de justice ne se limitent pas seulement à faire des saisies uniquement, ils font désormais, par exemple, beaucoup d'amiables, ils font aussi du règlement de petites créances, et surtout, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une profession qui est en plein essor actuellement, c'est qu'ils vont désormais ils s'occupent désormais, depuis le 1er juillet 2025, également de la saisie des rémunérations. Avant, c'était une procédure judiciaire et désormais, c'est devenu une procédure extrajudiciaire. Mais surtout, au-delà du fait que ce soit une profession qui se rajeunit, que ce soit une profession aussi qui est plutôt bien rémunérée, c'est que c'est un examen qui est hyper accessible. En effet, déjà, et là, je pense que c'est un super argument, c'est une seule journée d'épreuve. En effet, il n'y a qu'une journée d'épreuve, avec le matin une épreuve de droit civil et droit commercial, et ensuite une épreuve de procédure civile et de procédure commerciale. Alors, à l'inverse de ce que pouvait vous dire Valentine pour les métiers de la police, qui sont quand même très orientés de droit pénal, là, pour tous les civilistes, c'est vraiment un examen parfait pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que du civil, c'est aussi simple que ça. Alors certes, le programme est très large pour l'examen de commissaire de justice, car ça concerne tout le droit civil et une partie de droit commercial et de droit des affaires, mais il n'y a pas de droit pénal, sauf pour l'oral, mais c'est très léger, et il n'y a pas de droit public non plus. Autre métier, c'est le métier de greffier des tribunaux de commerce, qui je pense est le métier le plus confidentiel, et comme est en train de le montrer Jacob aussi, certainement le métier le plus rémunérateur que l'on va voir ce soir. Alors, greffier des tribunaux de commerce, déjà, ça n'a rien à voir avec greffier judiciaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'esprit du métier, ça se rapproche plus d'avocat en fait. C'est une profession libérale. En effet, certes, ce sont des auxiliaires de justice, comme les avocats. C'est un officier ministériel public également, mais ils sont indépendants. Greffier des tribunaux de commerce, ça consiste en quoi? C'est simple, c'est d'assister le magistrat lors de l'audience et de gérer le greffe et de gérer toutes les formalités liées aux sociétés. Donc, j'ai vu qu'il y en avait pas mal parmi vous qui avaient un parcours en droit des affaires. C'est aussi une voie royale, greffier des tribunaux de commerce. Et là, je pense que c'est l'argument massu pour ce métier, greffier des tribunaux de commerce. J'espère que vous êtes prêts pour le montant de la rémunération. Donc, en fin de carrière, lorsqu'on est dans un greffe, on est associé d'un gros greffe, c'est 35 000 € par mois. Alors, attention, 35 000 €, il faut ici aussi en enlever une partie, c'est du libéral, donc on en enlève une très grosse partie. Alors, question, est-ce que c'est dur pour devenir greffier des tribunaux de commerce? Pas tant que ça. En effet, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de candidats, comme c'est un métier qui est très peu connu. Il y a environ 20 candidats par an qui se présentent à ce concours-là. Pour environ, ça dépend des années, il change chaque année, aux alentours des 10 à 14 places. Vous voyez, 20 candidats qui se présentent, 10 à 14 places, c'est largement faisable. Et après, c'est un peu comme commissaire de justice, il n'y a pas beaucoup d'épreuves. Aux écrits, il y a une dissertation en droit civil et droit commercial, et ensuite, il y a un cas pratique de droit civil et commercial et un cas pratique de procédure civile et commerciale. Ça reste quand même très orienté vers le droit des affaires
surtout pour les cas pratiques. Quel est l'équilibre pro-perso pour greffier des tribunaux de commerce? Alors, évidemment, il y a un équilibre plus que pour le métier d'avocat. On reste quand même dans l'hypothèse d'un métier lié aux horaires de la justice, même s'il y a du travail en plus au-delà des horaires, mais ça reste quand même un métier qui permet, je trouve, dans le rapport rémunération, vie professionnelle, vie perso, je pense qu'on ne peut pas faire mieux ce soir que greffier les tribunaux de commerce. Alors, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les métiers de la fonction publique, hein, parce que oui, les métiers rémunérateurs, c'est cool, mais on a quand même les métiers vocation, qui sont ceux pour lesquels moi je plaide. Par contre, il y a quand même une mission de service public pour greffier les tribunaux de commerce. Chez moi, j'arrive. Passe le PowerPoint peut-être. Voilà. Ok. Là, ça me semble être mieux. Donc, grand métier de la justice qui n'est pas très connu, parce que quand on pense métier de la justice, on va effectivement penser aux auxiliaires de justice, que sont les métiers que vient dénoncer Franck, et puis évidemment magistrat, dont on va parler, je pense, un petit peu plus tard. Mais les métiers de la pénitentiaire sont aussi des très beaux métiers, avec deux branches. Une branche qui va vraiment être liée à l'insertion, à la probation, c'est-à-dire accompagner le prisonnier ou le délinquant, etc., à la réinsertion et à être son conseiller, en l'occurrence. Donc, on va avoir deux métiers pour ça. Conseiller, donc c'est-à-dire conseiller d'insertion et de probation, où vous allez être au plus proche de la personne à réinsérer. Et puis, les DPIP, donc les directeurs d'insertion et de probation, qui, eux, vont chapeauter plusieurs CPIP. De l'autre côté, on a vraiment les personnes qui travaillent au sein de la prison. Et ça, étonnamment, c'est très métier à vocation également. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés par le service carcéral, qui veulent œuvrer au sein d'une prison. Et là, pareil, se déploie toute une panoplie de métiers, de gardien de prison à capitaine pénitentiaire qui va diriger plusieurs gardiens de prison, et enfin, tout en haut, les DSP, les directeurs de services pénitentiaires, qui vont donc diriger une prison, qui vont être directeurs de prison. Moi, celui-là, c'est un des métiers que j'apprécie le plus parmi tous les métiers de la fonction publique et qui est assez rapprochable finalement de commissaire de police, de directeur d'hôpital également, où vous allez vraiment gérer un établissement, donc qu'il soit police ou pénitentiaire pour DSP ou hôpital pour directeur d'hôpital, un service, enfin un établissement avec tout ce que ça implique d'un point de vue administratif, d'un point de vue RH, d'un point de vue management, d'un point de vue comptabilité, d'un point de vue je dois suivre les directives que m'ont été données par le ministère. Ce sont des métiers qui sont extrêmement complets, qui sont évidemment très bien payés, puisque vous êtes directeur catégorie A, donc vous êtes quand même très bien payé. Un métier dur, mais absolument passionnant. Et puis, qui permet une variété, en fait, dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux fois la même chose dans ces métiers-là. Et puis, c'est des métiers qui sont hyper revalorisés en ce moment, la pénitentiaire. Ouais. C'est des métiers qui recrutent beaucoup, on en a besoin. C'est top, la pénitentiaire aussi. On avance sur un métier phare du milieu juridique, c'est évidemment la magistrature. Oui, on ne l'a pas encore envisagé, le métier de magistrat. Et moi, j'ai quelques regrets à l'université qu'on ne m'ait pas assez informé sur ce métier de magistrat. Déjà, pour les cas pratiques, moi, je trouve les consultations à la fac, je trouve qu'on ne met jamais la magistrat assez en avant. On met souvent l'avocat, vous avez des faits et on vous dit... Bon, vous devez apporter une réponse en tant qu'avocat et non pas en tant que magistrat. Et aussi, je trouve qu'on réserve trop ce métier de magistrat, le concours, aux élèves qui sont les plus brillants, les majors de promo, comme si tous les autres étudiants de l'université ne pouvaient pas prétendre à être magistrat, et je trouve ça vraiment dommage. En effet, je le constate auprès de nos étudiants, vraiment, ce ne sont pas que les meilleurs élèves qui réussissent, ce sont surtout les élèves qui travaillent, qui bossent vraiment, qui sont motivés et surtout qui assimilent la méthode. C'est ces candidats-là qui réussissent avant tout le métier de magistrat. Ensuite, comme vous l'indiquez, il y a de plus en plus de postes qui sont ouverts, 5000 candidats, 500 élus, ce qui, pour la fonction publique, est un ratio qui est tout à fait honorable pour le métier de magistrat.
Et pareil, je trouve qu'on n'explique pas assez à l'université toute la diversité qu'il peut y avoir au sein de la magistrature. En effet, c'est pas du tout la même chose d'être un magistrat à faire, par exemple, du traitement en temps réel à Bobigny ou de faire des baux ruraux, par exemple, dans une zone rurale. Pareil, c'est pas du tout la même chose d'être au parquet ou d'être au siège. Si on a une appétence pour le pénal, on va plutôt aller vers le parquet. Si on est vers le civil, on va aller vers le siège. Également, on n'informe pas assez les étudiants qu'il n'y a pas en fait que un poste en juridiction. On peut tout à fait aussi être magistrat dans une en administration centrale, voire même avoir un poste au sein de la Cour de cassation, non pas être en juridiction, mais avoir des fonctions, par exemple, de conseil, tout en étant magistrat. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on réserve ce métier aux candidats, enfin, aux étudiants qui sont censés être les plus doués, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ceux qui réussissent le mieux, c'est avant tout ceux qui sont motivés, qui travaillent et qui appliquent surtout la méthode, qui arrive à rentrer, on va dire, dans le moule des exigences de l'ENM. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour la rémunération sur le métier de magistrat, donc il faut savoir que ça a été revalorisé récemment. Et donc maintenant, on est aux alentours des 4 000 € bruts en début de carrière. Non, en début de carrière, ça, Jacob 3 900 et quelques, hors prime. Ouais, c'est ça, c'est hors prime. C'est hors prime. Ouais. On n'entend plus là. Franck, tu voulais faire, tu voulais, à la suite du métier de magistrat, faire une surprise. Oui, bah oui. Alors, bon, le métier de magistrat, c'est à l'inverse de ce qu'on a pu envisager. Alors, c'était un peu le cas pour CRFPA, mais Valentine, très orientée droit pénal. Moi, CDJ, GTC, très orienté civil et affaires. C'est vrai que magistrat, il y a un programme qui est assez large, que ça concerne aussi bien le droit pénal, le droit civil et le droit public. Et donc, pour les épreuves, notamment de dissertation et de cas pratiques, vous allez devoir avoir vos codes et beaucoup de polycopiés. Donc, pour transporter tout ça, on vous offre également des tote bags qui sont extrêmement résistants et qui pourront vous suivre durant toute la préparation. Merci. Donc, on avance avec avocat et juriste d'entreprise. Oui, alors c'est très souvent une question que l'on pose. Est-ce que c'est mieux avocat ou juriste d'entreprise? Alors j'ai dit un mot au début d'avocat. Il faut comprendre que dire je suis avocat, c'est une façon de parler à quelqu'un, de se présenter, mais ça veut un peu rien dire. La question qui vient juste derrière, c'est avocat en quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un avocat. Et c'est ça qui est génial avec le métier d'avocat. C'est que il y a 1000 métiers d'avocat. Parce qu'il y a plusieurs façons de le pratiquer et parce qu'il y a les avocats généralistes et les avocats spécialisés. Il y a au moins 3 façons de le pratiquer. On peut être avocat collaborateur, c'est-à-dire tout simplement recevoir des dossiers d'un avocat qui joue un peu le rôle du patron, même si l'avocat collaborateur est censé être un indépendant. Il a un senior au-dessus de lui, un associé qui va lui dire quel dossier traiter. Bon, il va plaider, faire du conseil, etc. Il est collaborateur. Il y a aussi la possibilité d'être avocat, justement, senior, puis associé. Évidemment, on est beaucoup plus en prise avec la clientèle. On fait des RP, des relations publiques. Ceux qui sont bons en RP n'ont même pas toujours besoin d'être des juristes hyper forts. Parfois, on a même des avocats associés qui font plus vraiment de dossiers et qui laissent faire les dossiers par leurs collaborateurs et eux font de la clientèle, ils font les plaidoiries, etc. Je ne suis pas sûr que Éric Dupond-Moretti, avant de devenir garde des Sceaux, il avait écrit beaucoup de lignes sur les 10-15 dernières années de sa vie. C'était des collaborateurs qui préparaient les dossiers et puis lui, il se livrait à ces grandes plaidoiries que l'on connaît. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier, et là encore, je cite pas mal d'anciens de mes élèves qui sont très heureux, qui sont avocats à leur compte. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois l'associé, le patron, le collaborateur. Un avocat, c'est un indépendant, c'est un libéral. On fait un peu ce qu'on veut, on s'organise comme on veut, on choisit la carrière que l'on veut,
on peut poursuivre dans un des, ce qu'on appelle les Big Five ou les Big Six, les 5-6 plus grands cabinets du monde. Moi, mon tout premier stage, j'ai pas aimé, hein. Je l'ai fait chez Baker & McKenzie, qui était à l'époque le plus grand cabinet au monde. J'étais une toute petite fourmi, je faisais des photocopies, j'ai pas kiffé du tout. Je suis allé derrière dans un cabinet réputé par un avocat spécialisé en droit des affaires en France, très réputé, mais à taille humaine, on était une trentaine. Je me suis littéralement éclaté. On peut le faire de différentes manières. Et puis, on peut être spécialiste en droit social, en droit des affaires, en droit fiscal, en droit public, en droit de la famille, en droit pénal, évidemment. Et puis, on peut être généraliste. On peut toucher un peu à tout, etc. Et puis, on peut être tout ça. On peut passer de généraliste à spécialiste en droit social et puis revenir derrière à une autre spécialité. Et puis, on peut aussi ne pas vouloir être avocat et simplement être juriste d'entreprise. Et là aussi, c'est surtout, alors c'est surtout fiscal, social, affaires qui sont concernés. Mais juriste d'entreprise, c'est une vie de salarié. C'est super aussi d'être salarié. On a un métier qui est très équilibré, qui est peut-être moins prêcheur. C'est moins dur, etc. Ça gagne quand même pas mal, hein, faut pas se mentir. Et puis, on peut progresser. Ou on peut faire aussi la navette entre les deux. Je ferai toujours référence à des amis, mais là, je vais dîner avec lui juste derrière. J'ai un de mes meilleurs amis. Il a été avocat pendant 5 ans. C'était pas un génie à la fac. C'était un bon, mais pas un génie. Avocat pendant 5 ans. Il s'est super accompli. Un jour, dans un dossier, il a affronté une boîte qui avait un directeur juridique qui l'a remarqué pour ses qualités. Il a tapé l'avocat de la boîte et résultat, le directeur d'affaires juridiques de la boîte a dit « je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce cabinet-là alors que lui nous a laté. » Désolé. Et puis, il se trouve que ce directeur des affaires juridiques partait. Il partait de l'entreprise pour aller prendre la direction des affaires juridiques d'une autorité administrative indépendante. Il a dit à mon copain « je vous veux avec moi, je vous veux dans mon équipe ». Il est devenu d'avocat, il est devenu juriste dans une autorité administrative indépendante. Il a progressé les échelons. 6 ans plus tard, il prenait la place de directeur des affaires juridiques d'une autorité administrative indépendante. C'est la classe ultime. C'est évidemment très, 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 très bien rémunéré. Alors, il n'y a pas beaucoup d'élus, mais quelle carrière, voilà. Et je vous promets, c'est pas un type qui faisait mention, ne serait-ce que bien à la fac chaque année, du tout, mais du tout. Voilà. C'est avocat, juriste d'entreprise, et puis ça permet d'avoir une vie à côté, quoi. Il y a des avocats qui n'en veulent pas de vie à côté, qui bossent 70 heures par semaine. Puis il y a des avocats qui bossent 40 heures par semaine, qui ont une vie de famille, juriste d'entreprise, vie de famille. C'est aussi important. C'est important. Merci Jacob, passionnant. On aime les petites histoires comme ça. On va manger une pizza à Charenton, si ça intéresse quelqu'un. Ah, ok. Super. Merci Jacob. Alors, après avoir envisagé donc, tous ces métiers, tous ces examens et concours, on voudrait aussi insister, parce que là c'est notre retour d'expérience, c'est qu'on ne vous présente pas assez à l'université l'intérêt de cumuler les différentes formes, les différents examens et concours. En effet, on vous conditionne énormément, je trouve, pendant vos études à dire bon, si vous voulez faire avocat, faites que le CRFPA. Si vous voulez être magistrat, ne tentez que le métier de magistrat, que le concours, alors qu'en réalité, les examens et les concours sont parfaitement compatibles entre eux. En effet, si on regarde déjà rien que d'un point de vue du planning, d'un emploi de l'année, on voit qu'on peut multiplier les examens et concours. Par exemple, on peut, si on est intéressé par l'institution judiciaire, envisager le concours des greffes, le directeur des greffes également, ou le métier de magistrat. Si on a un profil, par exemple, plus affairiste, voire ou civiliste, on peut tout à fait envisager au mois de septembre de présenter l'examen du CRFPA. Au mois d'octobre, on peut présenter l'examen de commissaire de justice. Et dans la continuité, en avril, il y a le concours de greffier des tribunaux de commerce. Donc, le cumul, c'est très intéressant. Si on en rate un, ça permet d'en avoir peut-être un autre et surtout de s'ouvrir d'autres horizons, voire même de finalement réussir le métier qu'on voulait faire. Si on réussit les greffes, rien n'empêche dans les années suivantes à présenter un concours interne
pour intégrer la magistrature comme le deuxième concours ou d'envisager un concours professionnel, par exemple. Et ça fonctionne aussi dans la police. Oui, c'est exactement pareil. J'ai beaucoup d'étudiants qui préparent différents concours de la fonction publique, catégorie A, parce que les emplois du temps, enfin les calendriers des concours vont être avantageux et que les matières vont être avantageuses. Par exemple, ils vont passer le concours de police en janvier en se concentrant sur le droit pénal, la culture générale et une note de synthèse un peu améliorée façon police. Et puis ensuite, ils vont reprendre entre janvier et mai pour le concours de l'ENM avec un complément de civique, par exemple. C'est tout à fait faisable. J'aimerais revenir également sur ce que disait Franck. C'est vrai que à la fac, on ne nous apprend pas à passer plusieurs concours, on ne nous apprend pas la diversité des métiers de manière plus générale. On reste très focus sur 2-3 métiers et on parle peu du reste. Mais surtout, ce que je trouve important, c'est que on a un peu l'impression qu'une fois qu'on est décidé de faire quelque chose, c'est ad vitam aeternam. Je vois beaucoup de vos questions. Je suis en droit social, le droit social m'intéresse, mais j'ai peur d'être bloqué pour la suite. Tout n'est pas définitif. Et même si vous passez un concours, vous pouvez, et Franck l'a dit très bien, vous pouvez passer d'abord greffier puis l'ENM, mais même vous pouvez complètement changer de branche. On a des professionnels qui vont être détachés dans d'autres services, par exemple des policiers qui vont être détachés dans la magistrature, ou l'inverse. Là, on a eu un ancien élève qui était magistrat, qui a passé la magistrature chez nous il y a 20 ans, et qui aujourd'hui est patron de l'OFAST. Donc l'OFAST, c'est l'Office anti-stupéfiants, donc un office très cool avec des douaniers, de la gendarmerie, des policiers. Lui, il est magistrat, il ne siège plus, mais il fait ça, et les exemples sont nombreux. Donc, ne soyez pas bloqués, ne vous pensez pas bloqués, testez des choses, vous n'êtes pas obligé d'être fixé dès vos premières années, ni d'études, ni de travail. C'est normal de chercher, c'est normal de vouloir changer régulièrement, pas de pression vis-à-vis de ça. Merci Valentine, ça fait du bien de l'entendre. Nous aussi, on a pas mal de DM et de questions chaque semaine d'étudiants qui sont en PLS parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et c'est justement tout l'intérêt de ce type de conférence qui est très exceptionnel. C'est de vous donner certaines clés pour mieux voir l'avenir. Alors, on avance, les amis. Il est 19h52 là, vers la fin. La surprise et la dernière, c'est ce fameux outil que la prépa ISP a bien voulu créer pour vous. C'est un fameux comparatif des métiers juridiques. Dedans, on parle de salaire, on parle de qualité de vie au travail et des différents moyens pour y arriver. On espère que ça éclairera vos lanternes et vous recevrez ça chez vous. C'est le moment, les amis, de poser toutes vos questions. J'en ai sélectionné déjà quelques-unes. On va essayer d'y répondre le plus vite possible et le plus directement possible. La première, c'est celle de Nélia. Est-ce qu'il y a un grand écart dans le taux de réussite entre les étudiants qui passent le CRFPA en Master 1 et ceux qui passent en Master 2? Non, alors je vais me permettre de répondre. La réponse est non. On a des statistiques qui sont très claires. C'est très paradoxal. On pourrait le penser, oui, eh bien, ce n'est pas le cas. Alors, je pourrais expliquer longuement pourquoi, mais tout simplement, il y a 30% des candidats au CRFPA chaque année qui sont des candidats avec un M1, donc qui commencent même leur préparation pendant leur M1 et qui passent à la fin du M1 le CRFPA. Et à la fin, dans le pourcentage d'admis, c'est aussi 30%. 30% des admis sont titulaires seulement d'un M1. On a donc ce qu'on appelle une proportion constante. Ça prouve qu'on a presque les mêmes chances que des M2. En réalité, M2, on a un tout petit peu plus de chance. Et ceux qui ont un tout petit peu moins de chance, c'est ceux post-M2 ou en reconversion. Mais ça se joue à rien. Mon conseil, on a 3 tentatives. Il faut le passer sérieusement à la fin du M1. Voilà. On n'y va pas pour voir la lumière. On se prépare, mais le passer à la fin du M1, vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous faites votre M2 en même temps que l'école du barreau. Vous sortez de M2, vous passez le CAPA, vous êtes tout de suite avocat. Tout de suite avocat. Et sur un CV pour être recruté dans un cabinet, quelqu'un qui a réussi le CRFP à la sortie du M1, qui a fait l'école du barreau en même temps que le M2, c'est catégorie petit génie. Et toi, Jacob, qui prépare les étudiants à la note de synthèse, c'est ce que tu vois dans tes effectifs? En fait, alors, la note de synthèse, de toute façon, tout le monde est à égalité.
que vous Ouais, fassiez bah oui, un c'est un M, nouvel un exercice. M2, etc. La note de synthèse, tout le monde est à égalité. L'avantage, je pense, de ceux qui le font en même temps qu'un M2, c'est qu'un M2, quand il est spécialisé, eh bien, on choisit l'aspect pour le CRFPA, donc on est un peu plus fort. Mais l'avantage pour ceux qui le passent en M1, c'est que le droit des obligations, c'est super frais, et les matières de procédure, c'est super frais dans leur souvenir. C'est pour ça que ça équilibre la donnée. Ok. Petite question de Marjoline. Quel est le master à favoriser pour devenir commissaire de justice? Alors, il n'y a pas vraiment de Master 2 d'exigence en particulier. Ce n'est pas nécessaire d'avoir fait un Master 2 justice et procédure, par exemple, pour se présenter à l'examen de commissaire de justice. Honnêtement, il n'y a aucune condition. On peut avoir fait un Master 2 en droit pénal et quand même se présenter à l'examen de commissaire de justice. Ça ne pose aucun problème. C'est d'ailleurs ce que disait un petit peu Valentine tout à l'heure. En réalité, je entends vos doutes en matière de choix du M2. Mais lorsqu'on présente en fait les examens ou un concours, en tant qu'exigence pour se présenter, ce n'est pas une condition. Le choix d'un Master 2, peu importe celui que l'on a fait, on peut présenter le NM, on peut présenter le CRFPA. Il faut juste avoir, pour le CRFPA c'est un tout petit peu différent, mais par exemple pour la magistrature, on en ait fait un ou un autre, en fait ça ne change pas grand-chose. En revanche, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Master 2 spécialisés vers commissaire de justice qui sont en train de naître au sein des universités, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un Master 2, on va dire, orienté droit privé, parce que le programme pour commissaire de justice est très large en droit privé. Ça va vraiment du droit des obligations jusqu'au droit des sûretés, en passant par les successions. Il vaut mieux avoir un Master 2 orienté droit privé. Mais on peut passer avec un M2 de droit pénal aussi. Merci Franck. Petite question d'Inès là, qui vient d'arriver. Pour être douanier, est-ce qu'il faut être sportif ou pas? Je sais qu'on a fait un micro-trottoir à retrouver sur le compte Instagram avec Valentine, qu'on a interviewé des sportifs policiers et on s'est mis à faire des pompes. Mais pour être douanier alors? Non, il n'y a plus d'épreuves sportives pour douanier. Par Bonne contre, nouvelle. pour certains métiers, vous allez pouvoir avoir une arme et donc pratiquer le tir. Et donc, il faudra passer des examens particuliers, mais ça ne concerne que quelques métiers. Ok. Lucie, une question qu'elle nous a posée tout à l'heure, est-ce qu'un master ou une licence de droit de province, alors là on change un peu le décor, a la même valeur qu'un master ou une licence dans les grandes facs parisiennes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi, j'aimerais dire que pour les concours, tout ce qui est concours et examen, ça n'a aucune importance. Hein. Aucune importance. Aucune importance. Donc, c'est-à-dire que pour 95% des choses, ça n'a aucune importance. Peut-être que pour 5%, oui, voilà. Pour le CRFPA, enfin pour avocat, un peu moins. Des cabinets, ça va être important, quoi, ou un cabinet d'avocat, peut-être. Oui, pour avocat, oui. Est-ce que faire un master... commerce, aucune importance pour les métiers de la police, la magistrature, ça n'a aucune importance, que ce soit en province ou à Paris, ça n'a aucune importance. J'ai perdu la question de Lucie. Est-ce que faire un master en alternance, est-ce que ça peut aider pour les concours ou derrière, plus tard, sur le marché du travail? Alors, je peux répondre également, vous pouvez répondre. Vas-y. Hyper important quand on veut rentrer dans un métier d'avoir une expérience professionnelle de ce métier. Alors, dans la fonction publique, c'est difficile d'avoir des alternances. Par exemple, pour magistrats, greffiers, il y a ce qu'on appelle des assistants de justice qui travaillent 2 jours par semaine et ce n'est pas une alternance. Il y a très peu d'alternance dans la fonction publique, même s'il peut y en avoir de temps en temps. J'en ai par exemple en police qui fait l'alternance en préfecture de police. En tout cas, de manière générale, très important de faire même 1 semaine de stage, 2 semaines de stage, 1 mois de stage dans le métier, dans les différents métiers que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez vous intéresser, parce que oui, ce sera un vrai plus pour les oraux de savoir parler du métier, de montrer que vous savez où vous allez et que vous êtes devant le jury en sachant exactement quelle va être en sachant à peu près quelle va être la réalité du métier. Donc là, je voyais une question, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est grave de ne pas avoir fait de stage sur les 3 premières années? Non, sur les 3 premières années, ce n'est pas forcément grave. Si vous avez des idées des métiers que vous souhaitez faire, il est temps de faire des stages. Et pas forcément, encore une fois, de faire 2 ans d'alternance. Hein. Déjà 15 jours d'observation, au moins, ça vous permettra de savoir un petit peu dans quoi vous vous embarquez.
Augustin, tu es encore là? Ah non, il a bugué. On a Bien perdu Augustin. Je crois qu'on a perdu donc Augustin. Donc ouais, pour Bon, je suis compléter revenu. Valentine, ce que tu disais sur les stages, je suis complètement d'accord. Moi, je trouve qu'il faut faire énormément de stages le plus possible pour aussi savoir quel métier vous convient. Et alors, je parle aussi bien pour magistrat. Je trouve que il est possible de faire des stages durant l'été au sein des juridictions, pour les cabinets d'avocats également. Pour commissaire de justice, c'est un peu différent. Ce que je constate, c'est qu'ils prennent assez peu de stagiaires, mais ils recrutent énormément sous forme de contrats soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à temps partiel, soit à temps plein. C'est très facile de trouver un emploi dans une étude pour justement aussi préparer l'examen. Et pour greffier commerce, ce sont aussi des stages qui sont assez faciles également à pouvoir trouver. Donc Augustin est revenu parmi nous. C'est bon, je suis là. Merci Franck, merci Jacob et merci Valentine. L'heure vient de s'écouler. C'était passionnant. Merci pour tous vos retours. On vous l'avait promis. Donc déjà, j'espère que vous avez appris plein de trucs. J'espère qu'on a eu, vous avez pu avoir certains éclairages, même si la lumière vient de s'éteindre dans mes bureaux. Voilà, je la rallume avec les mains. J'espère qu'on a pu vous aider. Dans tous les cas, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, c'est normal. Vous avez la prépa ISP sur Instagram ou sur le site de la prépa ISP. Ils adorent les questions, ils adorent y répondre, comme vous pouvez le voir. Ils sont là ce soir. N'hésitez pas. Et du coup, on vous enverra, ceux qui sont présents, des cadeaux par la poste. Les cadeaux que vous a présentés, plus le petit PDF par email. Alors, les conditions sont celles-ci. Il faut être présent maintenant, être étudiant en droit en France pour l'envoi postal. Et puis, il faut remplir le formulaire en ligne à pamplemousse-magazine.co/merci ISP. Voilà. Donc, notez ça bien quelque part. Il y a un petit formulaire à répondre, auquel il faut répondre, pardon. Mettre votre adresse postale et on vous enverra des petits lots pour réussir vos études. Et je mets le lien aussi sur le chat. Voilà. Merci Jacob, merci Valentine. Merci à tous, c'était bien cool. Un Merci plaisir. Augustin, merci à tous. Et merci à tous pour votre accueil, c'était super. Juste pour info, je trouve ça super bien ce que fait Pamplemousse. Je trouve ça super bien qu'Augustin organise des trucs comme ça régulièrement. Alors c'est rare, hein, là le truc qu'on a fait, c'est pas n'importe quoi, etc. Mais de manière générale, ce que fait Pamplemousse pour les étudiants, c'est vraiment top. Bravo Augustin. Merci Jacob, ça me Augustin, touche. Je transmets ça à l'équipe qui bosse chaque jour pour apporter aussi des réponses et des solutions à nos étudiants. Okay. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.